Donc je reviens en arrière. On va passer par cette page maintenant. Donc on a ces coordonnées de points carrés, donc associées à chacune des planètes. Donc pour chaque J, je vais expliquer ce que signifie petit lambda, grand lambda, zeta, eta. Non, ce n'est pas de zeta d'ailleurs, c'est chi, eta, pq. Alors, vous voyez qu'elles vont par paire. Hein. Je veux dire, petit lambda est couplé avec grand lambda, hein, chi est couplé avec eta et p est couplé avec q. Alors, grand lambda, ça décrit en quelque sorte, donc ici, mu, grand M, c'est des paramètres de masse, ils ne bougeront pas. Hein. Par contre, petit a, hein, c'est le demi-grand axe de l'ellipse, hein, et c'est aussi le moment angulaire. Donc petit a, ici, je l'avais dit, mais je crois, oui, voilà. Demi-grand axe, petit aj. Hein. Donc, c'est grand lambda, c'est essentiellement de demi-grand axe, mais enfin, il y a une racine carrée. Donc, ça va mesurer la taille de l'ellipse. Et c'est donc le moment angulaire. Alors, le petit lambda apparaît tout à la fin, hein, c'est la variable couplée. Alors, ensuite, on met ensemble P et Q. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, la variable la plus pertinente dans cette optique, c'est la variable combinée ZJ égale PJ plus IQJ, qui est une variable complexe. Hein, PJ, la partie réelle, QJ, la partie imaginaire. Et donc, ça mesure quoi? Ça mesure, alors il y a une formule un peu compliquée à regarder, hein, mais ça mesure essentiellement la position, hein, dans l'espace du plan qui contient l'ellipse. Donc, je fais un dessin, je ne suis pas très bon pour les dessins. Hein, voilà le plan. Alors, on a évidemment décrété une fois pour toutes qu'il y a un certain plan horizontal. Bon, ça c'est un choix au départ de coordonnées. Hein, et on cherche des orbites, enfin des ellipses qui sont presque horizontales. Donc, je vais avoir, voilà le plan de l'ellipse. Hein, et donc, ce plan, il a une inclinaison. Alors, l'indice J, c'est juste pour dire que c'est donc l'inclinaison, je vais juste la noter I, elle dépend bien sûr de la planète. Chaque planète a sa propre ellipse, donc il y a n ellipses, et pour chaque ellipse, j'ai ses coordonnées. Donc, vous voyez que j'ai besoin de deux paramètres pour décrire le plan en question. Le paramètre qui décrit l'inclinaison, ici, petit i, par rapport au plan horizontal, et le paramètre, alors, je me suis donné au départ un axe de référence dans le plan horizontal, au x, hein, et je dois donc décrire, enfin, je peux le décrire de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est pas grave, hein, l'angle θj, hein, qui s'appelle, donc je crois, la longitude, donc i c'est l'inclinaison, hein, qui est ici, hein, et θj c'est la longitude du nœud. Bon, tout ça c'est bien sûr des dénominations très traditionnelles qui remontent à très loin, hein, donc qui est cet angle-là qui dit où il se trouve. Alors vous voyez que ce qui est important d'observer, hein, bien sûr le plan peut être horizontal. Quand le plan est horizontal, ça veut dire que ij est égal à 0, donc j'annule ce facteur sinus ij. Ici, j'ai juste un facteur non nul, hein, ce facteur qui fait un peu peur. L'excentricité est proche de 0, donc ce facteur est proche de 1. Lambda j, c'est la taille de l'ellipse, c'est loin de 0 aussi. Donc ici, j'ai un facteur non nul. Hein, et donc la partie importante se passe dans cette partie. Hein, donc avec l'inclinaison ici, l'inclinaison peut s'annuler, mais précisément, lorsque l'inclinaison s'annule, θj n'a plus de sens. Hein, c'est comme un nombre complexe où j'ai donc un argument θj, hein, et un module donc, qui a ce facteur près. Le module est donné par l'inclinaison, par le sinus de l'inclinaison, pour être précis. Hein, et donc, bien sûr, quand l'orbite est horizontale, donc quand le plan de l'ellipse est le plan horizontal, eh bien, j'aurai Zj égale 0. Hein, donc, j'aurai Pj égale Qj égale 0. θj ne sera plus défini, mais ça n'a pas d'importance. On peut facilement vérifier que c'est des coordonnées, je veux dire, tout à fait régulières, hein, pour décrire la position localement d'un plan au voisinage du plan horizontal. Donc voilà pour les coordonnées pour décrire le plan de l'ellipse. Puis ensuite, j'avais une autre paire de coordonnées qui était Qj et θj, hein, qui de nouveau vont se mettre ensemble. Hein, et cette fois-ci, donc je fais un dessin séparé, c'est-à-dire que je vais dessiner maintenant juste le plan. Enfin, oui.
c'est le plan de l'ellipse. Je ne dessine plus le plan horizontal. La seule chose que je dessine, encore par rapport au plan horizontal, c'est l'intersection avec le plan horizontal. Donc ça, c'est l'intersection avec le plan horizontal. Je ne dessine plus le plan horizontal lui-même. Et donc maintenant, mon ellipse dans ce plan va... Alors, le foyer est à l'origine. Alors, je ne suis pas très fort pour dessiner une ellipse, mais enfin, voici une ellipse dans ce plan. Et donc, j'ai besoin de nouveau de deux paramètres pour décrire l'ellipse. Alors, deux parce que j'ai déjà utilisé un paramètre pour décrire la taille de l'ellipse. Donc, j'ai déjà tué le groupe des homothéties dans le plan. Donc, il me reste deux choses à déterminer. Il me reste à déterminer l'axe. Donc, disons, je prends le périhélie, le point le plus proche du foyer ici. Et donc, je vais regarder cet axe. Alors, je ne vais pas faire trop attention. Donc, je crois qu'il s'appelle. Alors, on va voir comment il s'appelle, j'ai oublié. Donc, ça va être GJ, ce qui s'appelle. Donc, j'appelle simplement G, puisque c'est l'argument du périhélie. Donc, ça situe donc, l'orientation de l'ellipse. Et de nouveau, pour pouvoir définir correctement cet axe, bien sûr, il faut que mon ellipse ne soit pas un cercle. Et donc, c'est pour ça que quand vous regardez, donc cette fois-ci, donc ça, c'est de nouveau un terme non nul. Par contre, ici, vous voyez que lorsque epsilon j est égal à 0, donc lorsque l'excentricité est nulle et donc l'ellipse est un cercle, eh bien, ce facteur s'annule. Donc, ceci est le module à ce terme près, bien sûr. Ceci est le module de ce nombre complexe, Rj, qui est la combinaison de xij et de θj. Et ici, j'ai l'argument, alors, où on a regroupé en quelque sorte le θj, qui était cet angle-là, et cet angle-là, qui est l'argument du périhélie, pour définir donc l'argument de Rj. Donc, voilà donc une paire de variables qui forment une variable complexe Zj qui donne le plan de l'ellipse, une autre paire de variables qui donne un autre nombre complexe Rj, qui correspond donc à la position de l'ellipse dans son plan. Au total, les orbites qui m'intéressent, c'était les orbites circulaires au départ. Enfin, je vais perturber, mais enfin, disons, avant perturbation, c'est les orbites circulaires qui correspondent, donc, et horizontales. Donc, horizontale, ça correspond à Zj égale 0. Circulaire, ça correspond à Rj égale 0. Voilà, donc, je serai au voisinage de l'origine, en quelque sorte, dans les Zj et les Rj. Alors, finalement, il y a une dernière variable, lambda j, qui est la variable duale du grand lambda j qui est ici, dans la forme symplectique, qui est rien d'autre que la position qui correspond à la position de la planète sur l'ellipse, qui s'appelle traditionnellement anomalie moyenne. Donc, à un certain moment, bien sûr, donc j'ai l'ellipse, et puis à un certain moment, la planète se trouve quelque part sur l'ellipse, et donc on mesure donc, cet angle-là, j'imagine. Enfin, pardon. Alors attention, parce qu'il est mesuré de façon que les lambda j vont varier de façon... bon, je vais écrire le hamiltonien keplérien sur la page suivante, mais donc les hamiltoniens keplériens ne va dépendre que des grands lambda j qui sont ici, ce qui veut dire que les lambda j en particulier vont varier de façon linéaire. Les petits lambda j point, ça sera le dh sur d grand lambda j. Donc, ça sera un hamiltonien complètement intégrable, bien sûr, avec, avant perturbation, on s'entend, complètement intégrable. Et donc, avec une variation linéaire, ça veut dire, pour que la variation soit linéaire, que les lambda j mesurent, suivant la deuxième loi de Kepler, l'air balayé. Donc, en quelque sorte, le lambda j reflète l'air balayé par la planète quand elle parcourt cette ellipse, puisque l'air est balayé à vitesse constante d'après la deuxième loi de Kepler. Bon, ce n'est pas très important d'avoir les formules exactes. Enfin, je veux dire, quand on ne travaille pas vraiment les mains dans le... Mais enfin, bon, c'est important de comprendre ce que signifient les coordonnées. Voilà ce que ça signifie. Alors, donc là, c'est l'énoncé que j'ai déjà donné. Et donc, on revient... donc, on a le hamiltonien keplérien, et donc, dans ces variables, dans ces coordonnées de points carrés, on a une formule particulièrement simple pour le hamiltonien keplérien, puisque
il y a des coefficients de masse ici, μj et grand mj qu'on a introduits plus tôt, mais enfin qui sont juste des paramètres. Et puis donc la dépendance par rapport aux autres variables, ben, ça ne dépend que des grands lambda j et d'une façon très simple, puisque c'est la somme de termes de cette forme-là, donc en 1 sur lambda j carré. Bon, donc on peut bien sûr résoudre le hamiltonien keplérien. Hein. Donc tous les paramètres vont être constants, heureusement, puisque on a tout fait pour qu'ils soient constants, puisque je veux dire, on veut que ça soit des ellipses, que les solutions soient des ellipses keplériennes. Donc tous les paramètres de l'ellipse, des ellipses ne dépendent pas du temps. Hein. C'est bien évidemment ce qu'on savait à l'avance, en quelque sorte, ce qui est confirmé par l'expression qui est ici. Le seul paramètre qui bouge, bien sûr, c'est la position de planète sur l'ellipse. Celle-là bouge, hein, et donc elle bouge avec une certaine fréquence. Hein. La fréquence est donnée par les équations de Hamilton. Hein, puis donc, c'est-à-dire que νj, la fréquence en question, hein, est la dérivée partielle du hamiltonien keplérien par rapport à la variable grand lambda j. Hein, et quand on regarde la formule, on obtient cette formule. Donc il y avait une relation, je vous rappelle, entre grand lambda j, c'était à des coefficients de masse près, hein, c'était la racine carrée de aj. Hein, donc ici, on obtient un lambda j puissance 3 en dérivant, hein, et ce lambda j puissance 3 au dénominateur, ça donne un aj puissance moins 3 demi. Donc ça, c'est la troisième loi de Kepler. Hein, le fait que les périodes, les fréquences, hein, ou que les périodes, le carré des périodes soit proportionnel au cube des demi-grands axes, c'est la troisième loi de Kepler. Bon, alors voilà pour le hamiltonien keplérien. Bien sûr, on n'a pas encore fait grand-chose. Enfin, on a quand même mis les choses sous forme particulièrement agréable, mais c'est là que le travail commence un peu. Hein. Donc, tout ce qu'on voit pour le moment, c'est qu'on n'est pas du tout en situation, hein, d'appliquer un théorème CAM quel qu'il soit. Pourquoi? Ben, c'est parce que je n'ai pas du tout le nombre de fréquences indépendantes qu'il faut. Si je veux avoir même un théorème si je voulais avoir une condition de non-dégénérescence faible, je ne l'ai pas du tout, puisque je suis en dimension 6n. Hein, le nombre de degrés de liberté, c'est 3n, donc il me faudrait 3n fréquences. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que sur les 3n fréquences, ben, il y en a n qui sont données par ici, qui sont raisonnablement indépendantes. Enfin, celles-là, elles sont assez sympathiques, mais ça n'en fait que n. Les autres fréquences, c'est celles qui correspondent aux autres variables, aux autres coordonnées de points carrés. Et celles-là, on a vu qu'elles sont constantes le long du mouvement. Bon, pour le moment, les autres fréquences sont 0. Hein, donc, en fait, l'image du vecteur total de fréquence, hein, qu'on devrait espérer ne pas se trouver dans un hyperplan dans l'espace de dimension 3n, il se trouve en fait dans un sous-espace, pour le moment rationnel, de dimension n. Donc on est très loin, hein, très très loin d'être non dégénéré en quelque sens que ce soit. Hein. Donc il va falloir encore pas mal travailler avant de pouvoir espérer même appliquer un théorème CAM. Alors, on regarde la partie perturbative maintenant, parce qu'il faut bien quand même qu'à un certain moment elle apparaisse. Et donc on la sépare en deux parties. Donc une partie, donc la partie perturbative, en une partie moyennée et une partie qui est donc fluctuante en quelque sorte. Hein, on fait la moyenne, donc il y a par rapport au hamiltonien keplérien, il n'y a que les variables lambda j qui variaient, et donc après perturbation sur un laps de temps, hein, les petits lambda j vont varier de façon significative, hein, mais toutes les autres coordonnées vont rester constantes à l'échelle d'un intervalle de temps relativement court. Hein. Et donc, ce qu'on fait, il y a une méthode traditionnelle, je veux dire en tout cas qui s'est révélée très fructueuse, hein, c'est de séparer la perturbation en une perturbation qui ne dépend plus des variables rapides. Elle ne dépend plus parce qu'on a fait la moyenne, hein, simplement. On a fait la moyenne, et puis un reste qui, bien sûr, le reste va dépendre des variables rapides, mais justement, il aura le grand avantage, comme on a enlevé la valeur moyenne, hein, que le reste sera de moyenne nulle. Et donc, ce qu'on peut espérer, et ce qui est confirmé par toute une série de résultats, hein, c'est que l'effet moyen de la partie H2, hein,
sera, donc ça s'appelle la théorie de la moyennisation, hein, que l'effet de ce terme ici, hein, sera relativement petit, en tout cas plus petit O, pas grand O, justement, grand O, ça n'a rien que de normal, si tu veux, mais petit O de epsilon, là, on est en train de parler d'intervalle de temps fixé. Okay, on n'est pas en train de parler d'un temps qui va jusqu'à l'infini ou de stabilité. Mais en tout cas, sur des échelles de temps raisonnables, hein, eh bien, ce terme-là, en quelque sorte, aura moins d'effet que celui-là. Hein, le terme principal, dans la partie perturbative, le terme principal, c'est celui-là, qui ne dépend pas des variables rapides. Alors, il va falloir commencer à attaquer, à considérer ce terme-là. Donc, ce terme-là, c'est ce qu'on appelle le système séculaire. Hein, donc, il ne dépend pas des variables rapides, il dépend des autres variables. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? C'est que le grand lambda nous sert seulement comme paramètre, puisque comme il n'y a pas de dépendance dans les lambda J, quand on regarde la dynamique engendrée par le système séculaire, donc il faut penser au système séculaire comme étant le système qui gouverne l'évolution des ellipses keplériennes. Hein, sur un temps court, les planètes suivent des trajectoires qui sont à un bon ordre d'approximation près des ellipses keplériennes. Mais sur des temps beaucoup plus longs, c'est d'où le mot séculaire, hein, eh bien ces ellipses vont lentement évoluer sous l'influence du hamiltonien perturbatif, et tout particulièrement donc, de la partie moyennisée, H1. Hein, et donc les paramètres zeta, chi, eta, pq de l'ellipse qui sont ici, et grand lambda qui était le paramètre de taille, hein, vont a priori lentement évoluer. Alors la première remarque, c'est que justement, comme dans ce hamiltonien, il n'y a plus les variables lambda j, et que les variables petits lambda j, c'était les duals des grands lambda, eh bien, les grands lambda j pour ce système-là ne bougent pas. C'est des intégrales du mouvement, puisque hein, des grands lambda j sur dt, ça devrait être la dérivée partielle de h1 par rapport au petit lambda j, et donc qui est automatiquement nul. Donc il faut voir ce système séculaire comme étant un système ne dépendant que des variables chi, eta, p, q, hein, avec des paramètres qui sont les grands lambda j qui, eux, ne bougent pas. Hein. Par contre, donc, sur l'échelle du système séculaire, hein, les chi, eta, p, q vont évoluer. Bon, alors il s'agit de savoir comment est-ce que les chi, eta, p, q vont évoluer. Donc, on commence à calculer, si j'ose dire, ce que je ne fais pas, bien sûr, mais on s'aperçoit que ce hamiltonien, quand on calcule, c'est une fonction paire des variables complexes Rj et Zj. Hein. Et donc, en particulier, hein, il n'y a pas de terme d'ordre 1, et ça veut dire que l'origine, hein, donc l'origine Rj égale Zj égale 0, hein, je vous rappelle, ça correspond à ces orbites circulaires horizontales, directes, qui m'intéressent. Hein, et bien, donc, ces orbites correspondent à un équilibre pour le système séculaire. En d'autres termes, à l'ordre 1, enfin, je veux dire au premier ordre, hein, ces orbites circulaires ne vont pas se déformer. Hein. Ceci au premier ordre, c'est juste à l'ordre infinitésimal, hein, ici. Mais en tout cas, il n'y a pas en quelque sorte de flux, enfin je veux dire quelque chose qui entraînerait ces orbites circulaires à gagner de l'excentricité ou même à simplement changer au plan, de ne pas rester horizontal. Alors en fait, donc c'est un sujet très traditionnel, puisque là en fait on peut remonter à Lagrange et Laplace pour calculer la partie quadratique de H1, donc la première partie. Alors bien sûr, comme toujours, le terme constant n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, n'a pas de sens dans le sens où c'est en dynamique hamiltonien, ajouter une constante ne change pas la dynamique. Donc ce qui m'intéresse, c'est la partie quadratique qui représente au niveau du champ de vecteurs hamiltonien du système séculaire, hein, la partie linéaire du champ de vecteurs associé. Donc le champ de vecteurs associé, il a un équilibre en Rj égale Zj égale 0, et je regarde sa partie linéaire. Hein. Et donc, Laplace et Lagrange ont montré
c'est qu'on peut faire... Alors, donc, vous voyez, on a ce changement de variable qui est à la fois orthogonal, comme c'est indiqué ici, mais aussi symplectique parce que les variables sont duales l'une de l'autre. Donc, quand j'ai une paire de variables conjuguées, vous vous rappelez, si je mets une matrice A ici, je dois mettre la matrice transposée de A-1 pour, en combinaison des deux, obtenir une matrice symplectique. Mais lorsque A est orthogonale, bien sûr, transposée de A-1, c'est égal à A. Et donc la matrice AA donne quelque chose de symplectique. Donc c'est ce qui se passe ici avec ρH répété 2 fois. ρV répété 2 fois ici. Donc ici, on a un changement de variable qui est à la fois, bien sûr, orthogonal, puisque je me suis servi de matrice orthogonale, mais aussi symplectique. Et donc, quand on fait ce changement de variable, le grand H1, donc après changement de variable par ρ, donc ça reste, encore une fois, comme le changement est symplectique, je peux continuer à calculer dans ces nouvelles coordonnées, eh bien, j'ai diagonalisé, enfin, j'ai rendu la partie quadratique est mise sous forme normale. Alors, vous voyez, donc, somme des sigma j, zeta j carré plus zeta j carré, donc une superposition, en quelque sorte, de pendule. De pendule, plus un terme d'ordre 4 qui est ici. Alors, donc, des coefficients sigma j et zeta j qui vont représenter de nouveau des fréquences. Donc les nombres que c'est écrit ici sont les fréquences du système séculaire H1. Alors ce n'est pas tout à fait, enfin je veux dire, je suis dans le cadre où je n'ai pas traité jusqu'à maintenant d'équilibre ou de points fixes pour les difféomorphismes symplectiques. Je me suis limité par simplicité au tore lagrangien. Bien sûr, ici, ça ne se passe pas au voisinage d'un tore lagrangien, mais ça se passe au voisinage d'un équilibre. Mais donc, on aura une partie linéaire du champ de vecteurs hamiltonien qui sera donnée par cette partie quadratique. Et on voit que c'est une partie qui est au niveau infinitésimal, qui est stable, qui correspond donc à des pendules. Voilà, donc j'ai cette expression pour H1. Alors, on a les fréquences. Donc maintenant, j'ai maintenant le nombre de fréquences requises, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'avais les fréquences nu1, nu-n, qu'on a vues précédemment, qui étaient les fréquences non nulles du hamiltonien keplérien. Et puis, si je regardais le hamiltonien keplérien tout seul, les autres fréquences, c'était 0, 0, 0, 0, 2n fois. Mais ici, je viens de sortir 2n fréquences, ici, à partir de ce hamiltonien, donc qui représente au niveau infinitésimal, enfin au niveau du pendule, en quelque sorte, les fréquences correspondantes à ces termes, à ce hamiltonien quadratique, plus, bien sûr, une perturbation. Il faudra... mais enfin, au niveau donc, infinitésimal, j'ai ces fréquences, et donc j'ai maintenant 3n fréquences au total, les nu1, nu-n que j'avais avant, sigma 1, sigma n qui sont ici, et zeta1, zeta-n qui sont là. Alors tout ça, encore une fois, j'ai traité ici les grands lambda comme des paramètres. Les grands lambda, c'est la même chose que les petites a. J'avais A1, AN. Et les grands lambda étaient essentiellement les racines carrées des A1, AN. Et donc tout ça dépend donc des AI. Alors, mais vous voyez que ça dépend seulement de n variables. Je me retrouve dans une situation, c'est pour ça que quand on a parlé de non-planarité et ensuite de non-dégénérescence faible, on a pris une application de Rm dans Rn. Vous voyez qu'ici, quand on va parler de non-dégénérescence faible, on aura des fonctions de petit n variables. Ça sera fonction des AJ et à valeur dans un espace de dimension a priori 3n au départ. On va voir ce qui se passe. Enfin, OK. Alors, en quelque sorte, quand on regarde juste le système planaire, enfin juste... mais enfin, disons qu'il est malgré tout un peu plus simple que le système spatial. J'ai envie de dire, d'une certaine façon, tout se passe bien. Donc, le système planaire, je vous rappelle, alors je ne sais pas si je dois revenir aux coordonnées de points carrés qui se sont avant. Oui. Donc,
le système planaire correspond donc à avoir un plan horizontal ici, ça correspond à prendre les ZJ égale 0. Hein. Donc c'est quelque chose qui est de codimension 2n, c'est-à-dire au lieu d'avoir 3n degrés de liberté, j'ai seulement 2n degrés de liberté. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors bien sûr, si toutes les positions et les impulsions au départ sont dans le plan horizontal, elles le restent. Donc, c'est un sous-espace invariant dans le système spatial. Hein. Enfin, je veux dire, je pourrais, dès le départ, prendre tout travailler dans le plan. À ce moment-là, dans les formules précédentes, hein, donc j'ai dit que les ZJ sont nuls. Ça veut dire que je ne verrai pas les variables PJ, QJ, elles sont nulles, celles-là, donc cette partie n'existe pas. Je vais obtenir un développement qui est juste cette partie-là, donc les fréquences zeta1, zeta-n disparaissent. Hein, j'ai juste 2n fréquences maintenant qui sont nu1, nu-n, comme précédemment, bien sûr, et sigma1, sigma-n. Hein, voilà, donc, oui, donc j'ai que n fréquences pour le système séculaire, et puis les n fréquences du système keplérien. Donc, alors, on peut montrer, là, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de travail derrière. Donc, cette application qui a ces n rayons, en quelque sorte, ou à ces n demi-grand axe A1, AN, associe les fréquences correspondantes, donc du système planaire. Hein, du système planaire, cette application est faiblement non dégénérée, pardon. Faiblement non dégénérée, peut-être pas partout, mais sur un ouvert de mesure totale. En fait, ce qui se passe, c'est que l'application est analytique. Pas partout, de nouveau, elle peut avoir des singularités, mais sur un ouvert de mesure totale, elle sera analytique. Et du coup, pour montrer qu'elle est faiblement non dégénérée, il suffit de montrer que son image n'est pas contenue dans un hyperplan. Hein, et donc, c'est ça qu'on fait. Alors, il faut quand même le faire, hein, ce n'est pas du tout évident. En fait, donc ça, c'est là, je vous engage vraiment à aller lire Féjose, hein, parce que le moyen de le faire, c'est d'abord de permettre aux AJ de prendre des valeurs complexes, de travailler avec des fonctions, enfin avec le prolongement analytique de cette fonction dans le plan complexe, et puis de regarder ce qui se passe pour les valeurs extrêmes, en quelque sorte. On procède en fait par récurrence. Hein, on procède par récurrence sur n. Hein, et on regarde ce qui se passe pour les valeurs extrêmes des AI qui permettent de faire usage d'une hypothèse de récurrence. Voilà. Donc je ne rentre pas du tout plus dans les détails, mais enfin, c'est juste pour dire, là, il y a du travail, mais la conclusion, hein, c'est vraiment que l'application est faiblement non dégénérée. Alors, c'est presque suffisant. Hein, c'est presque suffisant pour pouvoir conclure. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on ne se trouve pas, comme je l'ai mentionné précédemment, hein, on se trouve avec un équilibre plutôt qu'avec un tore lagrangien au départ. Donc on avait ce tore de dimension n, hein, mais transversalement, on a un équilibre. Et donc, on n'est pas tout à fait dans la situation d'appliquer le théorème de conjugaison conditionnelle, malgré que, en quelque sorte, j'ai cette non-dégénérescence faible qui va me permettre de conclure. Donc, c'est pour ça que j'ai mis après des réductions préliminaires. Là, pour le coup, j'ai envie de dire c'est technique plutôt qu'autre chose, et c'est surtout, enfin, pas très drôle. Je veux dire, c'est encore. Donc, je ne veux pas du tout rentrer là-dedans. Hein, mais enfin, ce n'est pas vraiment difficile. Je veux dire, c'est dans l'esprit du théorème de conjugaison conditionnelle, en faisant un peu plus travaillant un peu plus. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on obtient, hein, c'est que donc modulo ces réductions que je ne fais pas, hein, on peut appliquer le théorème de conjugaison conditionnelle. Et donc, comme on avait une application faiblement dégénérée, donc pour beaucoup de valeurs du paramètre, le vecteur de fréquence va être diophancien, et on pourra conclure que pour ces fréquences diophanciennes, hein, on aura des tores lagrangiens. Donc, alors lagrangiens, ici, ils seront de dimension 2n, puisque je suis dans l'espace de phase du système planaire qui est de dimension 4n. Hein, d'accord ? Donc, ils seront des tores lagrangiens de dimension 2m, hein, pour donc, le système planétaire planaire. Et donc, cet ensemble de tores lagrangiens va remplir un ensemble de grandes mesures relatives.
mais évidemment, grande mesure relative en dimension 4n, pas en dimension 6n. Hein. Donc, en quelque sorte, pour le système planaire, tout s'est bien passé. Et je crois, Jacques pourra me confirmer ou pas, que dans ce cas-là, la démonstration d'Arnold est correcte. Oui, d'accord. Donc, le problème dans la démonstration d'Arnold vient du système spatial. Hein. Donc, le système. Alors, on revient donc maintenant. Enfin, l'énoncé du théorème de stabilité concerne le système spatial, qui est après tout celui dans lequel on vit. Hein. Donc, cette fois-ci. Bon, on n'a pas de chance, si j'ose dire. Non, ce n'est pas qu'on n'a pas de chance, parce que la première des relations est en quelque sorte bien des symétries du système. En fait, donc il faut réintroduire les zeta. Maintenant, le vecteur de fréquence, hein, c'est un vecteur en dimension 3n. On a, comme avant, les nu1, nu-n. Cela ne joue jamais aucun rôle dans les relations, en quelque sorte. Ensuite, on a les fréquences du système planaire séculaire, qui sont les sigma 1, sigma n, et puis finalement, la partie propre au système spatial, qui sont zeta1, zeta n. Or, on a deux relations qui sont automatiques. Alors, la première est prévisible, en quelque sorte, hein, parce qu'elle correspond en fait à l'invariance du système par rotation. Alors, comme j'ai supposé au départ que les orbites étaient circulaires horizontales, c'est pour ça que c'est le zeta n qui s'annule, hein, puisque dans le système non perturbé, le moment cinétique va être un vecteur vertical, donc qui correspond... non, je dois dire une bêtise ici d'ailleurs. Oui, c'est un choix de numérotation, pardon. Oui, non, pardon. Alors par contre, la relation qui est ici, elle a échappé à Arnold, c'est Hermann qui l'a découverte. Hein, cette relation entre fréquences, donc la somme des sigma j et des zeta j est nulle. Hein, et donc, bon, en tout cas, ça veut dire que l'application fréquence n'est pas faiblement non dégénérée, puisqu'elle est contenue dans un sous-espace de codimension 2. Hein. Alors, ce qui va nous sauver, c'est que en fait, elle devient faiblement non dégénérée. Donc là, il faut s'appuyer sur ce qui a été fait pour le système planaire, hein, je veux dire, et travailler. Mais enfin, elle devient faiblement non dégénérée lorsque on la regarde à valeur dans ce sous-espace de codimension D. Puisqu'ici, on a des relations parfaitement explicites. Ça définit un sous-espace de codimension D dans l'espace de dimension 3n ici. Et quand je pense à cette application alpha spatiale, enfin le vecteur de fréquence, comme étant à valeur dans cet espace de dimension 3n-2, hein, à ce moment-là, ça devient faiblement non dégénéré. Alors, c'est évidemment pas encore gagné, mais enfin, il y a là une chose qui nous sauve dans la partie finale de l'argument, hein, c'est ce qu'on appelle réduction symplectique en général, et en l'occurrence réduction du moment cinétique. Donc là, c'est une procédure de géométrie symplectique très générale, hein, mais enfin, qu'on fait ici dans le cas particulier, donc de l'invariance par rotation du système planétaire, ou de façon générale du système à n-corps. Hein. Donc on a ce moment cinétique total, à cause de cette invariance par rotation, hein, donc qui est en l'occurrence proche d'être vertical, puisque je suis parti d'orbites circulaires. Donc c'est important ici que les orbites soient directes en particulier, parce que si les orbites ne tournaient pas dans le même sens, le moment cinétique pourrait être nul par compensation entre les différentes planètes. Mais enfin ici, il n'y a pas de problème de ce type-là. Les orbites circulaires sont toutes directes, et donc le moment cinétique est non nul, et il est essentiellement vertical. Il est vertical avant perturbation, et bien sûr presque vertical après perturbation, puisque je ne m'intéresse qu'à des orbites qui restent proches d'être circulaires horizontales. Donc ce moment cinétique, il est hamiltonien par XH, et il vit a priori, alors il est presque vertical, mais il a le droit de bouger dans R3. Hein, donc il dépend de 3 paramètres, hein, et ça veut dire que je peux feuilleter l'espace des phases, hein, de dimension 6n, par des sous-variétés, donc tout à fait lisses, de codimension 3, correspondant aux valeurs du moment cinétique.
Hein, d'accord. Alors, je peux supposer que le moment cinétique est vertical, ça c'est juste de l'invariance par rotation, enfin je veux dire, quitte à appliquer un élément de SO3, supposer que le moment est exactement vertical. Donc j'ai gagné le fait, un peu comme au début, j'étais passé de 6n plus 6 à 6n, hein, je gagne par l'invariance par... Donc ça c'était l'invariance par translation au début, là maintenant c'est l'invariance par rotation, me permet de passer de 6n à 6n-3. Alors, quand je suis en dimension 6n-3, évidemment, je suis plus, quand je fais cette restriction, hein, je ne suis plus dans une sous-variété symplectique puisque je suis en dimension impaire. Mais il y a une procédure qui permet, en quelque sorte, de s'y ramener, ça s'appelle la réduction symplectique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai encore un groupe, je veux dire, j'ai utilisé tout SO3, en quelque sorte, pour faire cette décomposition. Hein, j'ai utilisé tout SO3, mais une fois que j'ai fixé le moment cinétique, qui est un donc, vecteur vertical fixé, j'ai encore un groupe à un paramètre de rotation autour de l'axe vertical, hein, qui préserve le moment cinétique en question, donc qui agit sur la sous-variété. Donc là, c'est la sous-variété correspondant à ce moment cinétique. Hein. Donc, on est d'accord, j'ai fixé le moment cinétique vertical, j'ai une sous-variété de dimension 6n-3 correspondant à ce moment cinétique vertical. Et cette sous-variété, il y a encore une action du cercle, hein, le cercle étant le groupe à un paramètre de rotation ayant pour axe, ayant comme axe l'axe vertical. Hein, et donc il agit sur cette sous-variété. Et donc je veux dire, je n'ai pas de problème pour faire le quotient parce que c'est un groupe compact qui agit, c'est un cercle. Hein, et donc donc, je fais le quotient. J'obtiens quelque chose qui est maintenant de dimension 6n-4 en faisant le quotient. Hein, donc, la théorie générale de la réduction symplectique me permet, on peut le faire bien sûr explicitement ici en écrivant des formules, mais enfin, me permet de dire que ce quotient est muni naturellement à partir de la variété, de l'espace des phases initiales, qui avait sa propre forme symplectique, hein, ce quotient est muni d'une forme symplectique canonique, enfin, naturelle. Hein, donc je suis de nouveau en dimension paire, vous avez observé, donc, d'accord. Donc avec maintenant seulement 3n-2 degrés de liberté. Alors là, 3n-2, c'est la même dimension, hein, que l'espace que j'avais ici, qui était de codimension 2 dans l'espace total des fréquences de dimension 3n. Alors en fait, donc ce Hamiltonien H, donc, il est invariant par ce groupe à un paramètre, et donc on a toujours un Hamiltonien H bar, hein, qui est maintenant défini au niveau de cet espace quotient qui est de dimension 6n-4. Donc je peux considérer la dynamique de H bar, et donc la chose qui permet une conclusion heureuse à tout ça, hein, c'est que l'application de fréquence pour H bar, donc maintenant qui dépend seulement de 3n-2 degrés de liberté, hein, c'est rien d'autre que l'application que j'ai vue auparavant, alpha spatiale, hein, mais considérée à valeur dans cet espace de dimension 3n-2 qu'on a vu auparavant. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, dans le slide précédent, hein, cette application est faiblement non dégénérée. Et donc, maintenant, on est ramené en quelque sorte à la situation du problème planaire. Enfin, je veux dire, on est pas ramené, mais on est dans une situation complètement analogue à ce qui se passait pour le problème planaire, hein, donc avec un équilibre, l'équilibre qui correspondait à ZJ égale RJ égale 0, l'équilibre qui correspond aux orbites circulaires horizontales, hein, et il y a deux sortes de fréquences. Les fréquences du système keplérien nu1, plus les fréquences associées à cet équilibre, les fréquences infinitésimales associées à cet équilibre, hein, formant un vecteur qui dépend de façon faiblement non dégénérée des paramètres de rayon A1, AN, les paramètres de taille des ellipses. Hein. Donc, encore une fois, là c'est essentiellement la même démarche que pour le système planaire, hein, mais évidemment pour H bar. Hein. Pour H bar, hein, on va construire des tors lagrangiens. Donc, tors lagrangiens, donc, comme je suis maintenant avec 3n-2 degrés de liberté, ils seront de dimension 3n-2.
dans l'espace des phases, qui ici est de dimension 6n-4. 6n-4, et tout ça se passe au voisinage d'un tor de dimension n-1, puisque j'ai tué le groupe des rotations. Donc, vous vous rappelez, j'avais parlé d'un tor de dimension n correspondant aux orbites circulaires horizontales, puisque j'avais n orbites et toutes les planètes tournaient indépendamment en quelque sorte, avec des arguments différents le long de ces orbites circulaires. Mais maintenant, comme j'ai quotienté par le groupe des rotations, je perds un paramètre dans ces n orbites, et j'ai donc plus qu'un tor de dimension n-1. Donc avec ce moment circulaire. Alors, alors, il reste une chose à faire, et c'est terminé, c'est de prendre ces tors qui sont des tors lagrangiens de dimension 3n-2 pour h bar, et de déquotienter en quelque sorte, de remonter. Donc la dynamique était invariante par le groupe par lequel j'ai quotienté. Donc quand je vais remonter de h bar à h, avant réduction, le hamiltonien, eh bien, donc je vais défaire l'action du cercle. Je veux dire, je vais avoir un cercle qui va entrer dedans. Et donc le tor de dimension 3n-2 pour h bar, lagrangien, va devenir un tor de dimension 3n-1, l'action du cercle par laquelle j'avais quotienté, pour h. Alors vous voyez, c'est pour ça qu'on n'obtient pas pour h des tors lagrangiens. La dimension n'y est pas, il en manque un. Par contre, le fait que ces tors ici étaient lagrangiens, plus le fait que j'ai fait le quotient ici par l'action du cercle, dit que ces tors sont effectivement isotropes. Donc on récupère des tors isotropes. Une autre remarque, c'est que ces tors isotropes, ils ne sont plus forcément diophantiens, puisque ici, bien sûr, les tors qu'on obtient par le théorème de conjugaison conditionnelle, ces tors de dimension 3n-2, ils sont automatiquement. J'applique le théorème de conjugaison conditionnelle, donc le vecteur de fréquence est diophantien. Par contre, ici, j'ai remis une fréquence supplémentaire en passant en dimension 3n-1, et cette fréquence supplémentaire, rien ne me permet vraiment de contrôler comment elle se comporte par rapport aux autres fréquences qui existent. Donc, j'ai bien un tort quasi périodique, parce que j'ai fait le quotient par une action du cercle, je veux dire. Mais a priori, je ne sais pas quelle est la nature du vecteur de fréquence. Voilà, donc ça termine la démonstration du théorème, et bon, pour autant que, en ce qui me concerne, ça termine aussi le cours pour cette année. Donc je vous remercie. Peut-être deux mots pour l'année prochaine. Donc mon plan l'année prochaine, c'est de faire le cours du mois de janvier. Alors je crois que je commence le 21 janvier, mais il faudra vérifier. Jusqu'au mois de mars, donc plus tôt dans l'année. Et par contre, donc, au lieu de parler de dynamique quasi-périodique, je vais plutôt développer des aspects de dynamique hyperbolique, donc un peu l'inverse, pas l'inverse, mais je veux dire la deuxième grande catégorie de phénomènes dans les systèmes dynamiques. Voilà, je vous remercie.